Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du nouveau podcast d'édition Panini Comics. Un rendez-vous régulier avec environ 2 épisodes chaque mois au cours desquels nous reviendrons sur nos sorties, l'actualité comics autour de notre catalogue, ainsi que des émissions thématiques sur des personnages, des séries ou des auteurs et autrices. Ce nous, c'est Aurélien. Salut Aurélien. Salut Émile. Les habitués de nos réseaux sociaux te connaissent sûrement car tu es community manager sur nos pages. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail? Eh ben, je travaille pour Panini depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai été courrier des lecteurs dans la revue Spider-Man à l'époque. Puis oui, j'ai pris la casquette de community manager sur Facebook, Twitter, Instagram. Je fais d'autres choses liées à Star Wars aussi, où je fais des conférences, maintenant des podcasts. Je suis un peu un couteau suisse et un amoureux des comics depuis très 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 longtemps. Et bah, quant à moi, je suis Émile, je suis commercial depuis plus de 4 ans maintenant chez Panini. Donc vous avez peut-être pu me voir dans des vidéos qui n'ont pas duré très longtemps, faute de temps, et puis aussi justement, d'où le podcast, faute d'interactivité, puisque faire des vidéos tout seul, c'est pas très marrant, honnêtement. Et donc du coup, l'idée du podcast est née un peu comme ça, puisque avec Aurélien, qu'on se voit à côté, on aime beaucoup parler comics et autres, et on a proposé l'idée, et de là est née l'envie de faire un podcast pour vous faire partager nos réactions sur le planning qu'on peut faire, reprendre un peu à l'instar des vidéos qu'on avait pu faire à l'époque, des informations sur le planning, des raisons derrière certains choix éditoriaux, et même aussi plus globalement des guides de lecture ou même des parcours de lecteurs, voire même peut-être plus tard des invités ou des personnes de chez Panini qui pourront parler plus en détail de leur métier ou de ce qu'ils font au sein de la rédaction, ou pour que tous ces beaux livres que vous avez en librairie sortent un jour. Donc voilà, et quoi de mieux que le format pour nous, plus posé, cosy du podcast, que pour discuter de ça. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai que une des aussi un des trucs qui est derrière la jeunesse du podcast, c'est aussi une question de ton. C'est-à-dire, on veut pas être, évidemment, on va parler de nos sorties, on va parler de Panini Comics tout du long, voilà, donc des sorties Marvel, Alien, Conan, etc., etc. Mais on n'a pas envie que ce soit juste quelque chose de purement commercial. On a envie en fait, de partager aussi nos coups de cœur. Évidemment, sur toutes les sorties qui sortent chaque mois, Émile comme moi, on n'aime pas tout à 200% en mode ouais, tout est formidable comme la chanson dans Lego Movie, quoi, hein. On n'est pas comme ça, évidemment. Il y a des choses qu'on aime beaucoup, d'autres moins, voilà. Nous, on parlera principalement des choses qu'on aime beaucoup, justement. On n'est pas là pour vous mentir, essayer de vous dire tout est formidable, allez-y, achetez tout. Et de la même manière, on sera pas là pour avoir des œillères. Si on vous parle à un moment de Hickman, bah oui, on pourra vous parler d'East of West. Si on vous parle de Kurt Busiek, on pourra vous parler de ce qu'il a fait chez DC aussi. Si on vous parle de Daniel Warren Johnson, on évoquera peut-être Space Mullet, qui avait été une de ses premières sorties en France, etc., etc. L'idée, c'est voilà, de parler de comics, évidemment avec l'angle de notre catalogue, mais sans jouer le. Mais non, évidemment, ces auteurs n'ont publié que chez des choses qui sont sorties chez Panini Comics. Non, non, mais en tout cas, c'est vrai que oui, de la même manière, l'idée c'est aussi, par exemple pour ma part, je travaille aussi beaucoup sur le manga, et aussi Aurélien comme moi partageons une passion pour le cinéma, et voilà, si jamais il y a des horizons ou une actualité en tout cas qui s'y prête, par exemple, je pense à La Planète des Singes l'année prochaine, Ouais. ou même Alien, voilà, il y aura des ponts à faire, je pense, et vous, comme chers auditeurs et auditrices, en tout cas, vous n'avez pas forcément uniquement des titres Panini ou des titres Urban ou iComics ou autres dans votre bibliothèque, voire vous ne lisez pas que du comics. Et je pense qu'un podcast fait par des fans pour des fans, en tout cas pour moi et pour Aurélien, doit être justement dans cette optique-là aussi. Du coup, très bien, on va passer pour cette émission pilote, à fait, ça donnait un exercice plutôt habituel entre décembre et janvier, à savoir les tops personnels. Donc Aurélien, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah alors en fait, je crois que c'est toi qui avais lancé l'idée à l'origine de faire les tops, mais moi j'avais J'adore les envie. tops. Oui, moi aussi, je kiffe les listes, tout ça, c'est vraiment un de mes péchés mignons. Mais je me suis dit,
rendons ça un petit peu ludique, parce que si on est là à égrener nos tops l'un après l'autre, bon, c'est rigolo, c'est sympa, mais moi j'avais envie de trouver un petit angle un petit peu plus ludique, et du coup, j'ai mis des règles, parce que pour bien s'amuser, il faut des règles. Euh, et du coup, en fait, on va faire des tops, donc deux tops thématiques, on va dire. Un sur plutôt des rééditions, c'est-à-dire des choses qui ont été déjà publiées plusieurs fois, qui sont du coup sans doute plus patrimoniales d'une manière ou d'une autre. Parfois patrimonial, le terme va être un peu large, ça peut être des choses quand même aussi récentes, mais qui ont déjà eu donc une ou deux vies, voilà. Et le deuxième top, ce sera des choses qui sont publiées en librairie pour la première fois. Alors en librairie, on va s'entendre, hein, donc ça peut avoir déjà été publié en softcover, mais du coup c'est la première fois qu'il y a une édition directement cartonnée. Donc voilà, on a chacun fait nos tops du coup, sans s'en parler. On a une liste et on a aussi des backups, mais on n'a pas le droit de sortir de cette liste et de ces backups. Donc on va être là à s'écouter en espérant ne pas se voler les titres les uns des autres. Et c'est le petit élément ludique de l'ensemble. Ça va être sanglant. T'as pas intérêt à avoir pris mes titres. Voilà, exactement. Voilà, tout de suite ça Non, commence. en plus c'était marrant parce que justement j'ai fait un peu ma liste pour mettre des fois en lumière des titres que j'ai beaucoup aimés mais qui n'ont pas forcément eu l'accueil qu'ils auraient pu avoir. Et en même temps aussi en sachant qu'Aurélien allait forcément mettre certains titres. Et du coup pour être aussi plus exhaustif, j'ai un peu anticipé certains trucs mais peut-être pas assez. Et alors moi je préviens de base, j'ai au moins un ou deux trucs qui ressemblent vraiment à des trucs de triche. Donc Oui, quand oui, oui. voilà, quand on y arrivera, je dirais bon là je triche un peu, mais voilà. On va commencer par les choses donc déjà multipubliées. On commence par les vieilleries, on va dire. Ok, tu veux commencer? Bah, je suis le plus vieux, donc ça semble logique. Euh, pour parler de vieilleries. Il a connu le fax. Ah là là, de mon temps. Alors, mon top 1, on va dire, même si après, voilà, en tout cas, le premier que je veux citer, donc dans les choses qui ont été déjà éditées plusieurs fois, c'est le Silver Surfer de Dan Slott et Michael Red. Ah, j'entends un petit message dans mon oreillette. Il était dans ta liste? Compliqué de pas le mettre. Voilà, donc je pense que donc il avait été déjà publié en 100% et donc c'est sa réédition en omnibus là dont on parle. C'est pour moi un coup de cœur absolu, j'ai envie de dire, c'est un des meilleurs titres sortis par Marvel ces 15 dernières années. Voilà, c'est, si je devais faire un top 10 des meilleures sorties de Marvel des 15 dernières années, je le mettrais dedans. Voilà. En fait, pour Dan Slott, c'était une manière de faire un peu une sorte de sa version du Doctor Who dans l'univers Marvel. Donc le surfeur peut aller partout et alors pas il peut pas forcément voyager dans le temps, même si il y aura quand même des histoires de voyage dans le temps dans le Silver Surfer de Slaughter Red. Et il est accompagné par Don, qui joue du coup le rôle de compagnon, tel que ça existe dans Doctor Who, et qui est du coup l'ancrage humain de l'histoire. Donc on a le surfeur qui est très alien, et le Dawn qui est l'ancrage humain, et qui est d'ailleurs une des références de Allred et Slott sur la création du personnage de Dawn, c'était les héroïnes de Miyazaki. Donc on retrouve aussi une touche qui va dans cette direction-là avec le personnage. Et en fait, du coup, pourquoi c'est génial le Silver Surfer de Slaughter Red, c'est parce que bah, il se passe plein de choses, les aventures sont dépaysantes en permanence, on prend un pied du tonnerre tout du long, et que c'est une des plus belles histoires d'amour écrites chez Marvel. Et en plus, il y a vraiment un côté complet à l'histoire. Une fois qu'on a terminé, qu'on repose l'œuvre, on a l'impression d'avoir lu une histoire complète, et on sait qu'en plus que quoi qu'il se passe après pour le surfeur, il n'y a rien qui pourra venir détricoter ça. Voilà. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est presque mon coup de cœur absolu de de tout ce qu'on dira durant le podcast. Donc c'est bon, vous pouvez éteindre après ça. Non, mais tu disais une des meilleures BD Marvel, mais moi je dirais une des meilleures BD tout court, hein. Dans les médiums des 15 dernières années, moi c'est vraiment, comme tu dis, une des plus belles histoires d'amour qui m'était donné de lire. Et en même temps, voilà, on rigole, on admire les planches de Michael Red, et avec les couleurs de Laura Allred, et on pleure beaucoup à la fin.
Et donc, je t'ai piqué un des titres de ton tome. D'accord, très bien. Voilà, donc je je sais même plus si j'ai pris un backup en fait. Ah, il fallait pas être trop confiant. Ouais, j'avoue, je suis un peu bête là-dessus, là, j'avoue. J'ai trop remarque si j'ai un backup qui viendra, je pense. Bon bah moi aussi classique absolu pour moi, c'est la réédition du Miracle Man. Miracle Man qui est une œuvre qui curieusement voilà, j'avais découvert un peu par hasard dans l'édition un peu de luxe qui était sortie à je sais pas moi il y a plus d'une dizaine d'années à l'époque chez Panini. Puisqu'en fait Miracle Man c'est j'ai envie de dire l'omnibus aussi Miracle Man a une histoire il raconte une histoire assez particulière aussi intéressante dans les pages qu'en dehors. L'histoire d'un personnage qui était inspiré du Captain Marvel de DC, qui pouvait du coup se transformer en disant un mot et devenait un être atomique. Un personnage ensuite qui était réécrit par un certain scénariste barbu très connu, qui après quelques déboires avec Marvel ne veut plus qu'on associe son nom à ses productions chez Marvel, et qui a repris ce personnage-là, on a fait à la fois un des super-héros les plus tragiques, avec des histoires ultra violentes, et en même temps très symptomatiques de l'époque de l'Angleterre, enfin de l'époque où c'était écrit, donc l'Angleterre thatcherienne, voilà, et puis du coup il y a eu pas mal de problèmes de droit qui font que le titre est resté longtemps en suspens, des histoires de rachat qui ont fait que du coup, enfin, depuis maintenant, je crois, 2 ans, Miracle Man est revenu chez Marvel, avec enfin surtout la suite des histoires du Miracle Man reprises par Neil Gaiman. Et pareil, voilà, là on les a pas encore rééditées, mais les histoires du Golden Age et du Silver Age de Neil Gaiman sont absolument fabuleuses. Mais c'est vrai que voilà, le classique absolu, le Miracle Man, donc du scénariste originel et de Alan Davis et d'un autre dessinateur dont j'ai oublié le nom, sont vraiment un chef-d'œuvre absolument je trouve, de la BD, avec aussi justement une énorme partie descriptive, des dessins, beaucoup aussi de croquis et d'articles qui vont revenir sur la genèse du personnage, sur toute la gestation compliquée de la publication de l'œuvre, qui s'appelait aussi Marvel Man à l'époque. Enfin bon, voilà. C'est compliqué de trop en dire puisque je trouve que c'est mieux d'avoir la surprise et le choc à la lecture, mais c'est vraiment, je trouve, une œuvre à la fois assez dérangeante et un des premiers chefs-d'œuvre maudits de son scénariste. Chef-d'œuvre pour les raisons voilà, évoquées, mais en même temps maudit puisque il a peut-être pas eu le destin qu'il connaît, et je trouve que c'est un titre qui, à mon avis, est incontournable de livre quand on aime le grand sorcier de Northampton. Ouais, non, je suis d'accord. C'est marrant. Moi, en fait, j'ai failli le mettre dans ma liste aussi, Miracle Man. Je ne l'ai pas mis pour une simple et bonne raison, c'est que je l'ai justement lu dans l'édition Mm. je crois que c'était 2014 ou un truc comme ça. Et je l'ai lu dans cette édition-là. Et du coup, ça faisait 9 ans que je l'avais pas relu et je me sentais pas d'en parler sans l'avoir relu. Mais mon sentiment initial, c'était de le mettre aussi dans ma liste parce que c'est le souvenir que j'en ai est absolument formidable, quoi. Ça fait partie de ces quelques œuvres qui, durant les années 80, ont complètement redéfini le concept de super-héros, en fait. Et ça met quasiment un terme même au concept de super-héros d'une certaine manière, quoi. C'est... C'est ça, parce qu'il y a vraiment le concept de divin qui est abordé à la fin, et puis même aussi, si je dis pas de bêtises, il y a toute une histoire aussi sur... en fait, on voit aussi l'influence que c'est sur la BD anglaise, étant donné que Grant Morrison a récupéré... il avait écrit en tout cas une histoire, je crois, sur le personnage, et plus tard, il y a eu une histoire qui a été faite où un des personnages de la BD ressemble à Grant Morrison jeune. Hmm. Donc il y a aussi comment dire, toute une histoire un peu secrète de la bande dessinée auquel participe Miracle Man, qui me plaît beaucoup, et un de mes amis qui est libraire et adore la BD anglaise, et justement s'amuse toujours à faire les liens qui peut exister entre Brian Talbot, le scénariste de Granville qui est chez Delirium, comme Grant Morrison, Alan Moore, autre grand scénariste britannique, voilà, Dont on n'a pas ou parlé pour l'instant. dont on n'a pas parlé, absolument pas. Et donc voilà, bon, en tout cas, j'arrête de répéter, mais en tout cas, c'est vraiment un vrai chef-d'œuvre à lire, en tout cas. Ouais, complet.
complètement, complètement. Moi, pour mon deuxième de mon top classique, on va dire, je suis encore sur le Silver Surfer parce que, alors non pas que ça m'a fait bizarre quand j'ai vu que j'avais deux titres du Surfer dans la liste. C'est même pas genre mon perso préféré ou quoi qu'est-ce, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai un attachement, voilà, en tout cas pour lui, ou c'est peut-être juste que c'est vrai qu'on a publié deux chefs-d'œuvre avec le Surfer cette année, donc c'est peut-être pour ça. Ou Mais alors tu habites à Biarritz et tu adores surfer, tout simplement. et voilà, et donc on va garder cette blague au montage parce qu'il faut que les gens sachent. Et donc, sinon, mon deuxième titre, du coup, c'est le Silver Surfer Parable de Stanley Mobius, qui est ressorti en version must-have en début d'année 2023. Là, quand on enregistre, on est encore en 2023, du coup. Et alors, c'est du coup quasiment la seule participation de Mobius à Marvel, à part quelques couvertures qu'il a pu faire. Et en fait, c'est ouais, il y a une rencontre entre Mobius et Stan Lee. Ils parlent, je crois que c'était à une Comic Con. Ils discutent un peu. Mobius lui dit ah ouais, j'adorerais travailler sur le surfeur. Stan Lee d'ailleurs ah bah super, cool, très bien, génial. Mobius s'attend à ce que il reçoive un coup de fil, peut-être dans 2 mois, machin. 15 jours plus tard, il avait le scénar. Euh, donc un rythme du coup à l'américaine, là où lui il s'attendait à un rythme à l'européenne. Et du coup, ouais, c'est deux épisodes, en fait 2 épisodes, mais 2 longs épisodes. Moi, j'ai voulu le mettre aussi parce que c'est vrai que d'un point de vue de lecteur, ça a participé vachement à ma construction en tant que lecteur. J'avais la version qui avait été publiée par Casterman à l'époque, donc c'était il y a un long moment. C'était du coup une des premières publications librairie de comics, voilà. Et c'est vrai que il y a un côté alors philosophique à l'œuvre, et pour le coup, je trouve que pour du Stan Lee, alors qui souvent est un peu quand même naïf dans son approche philosophique, on va dire, c'est pas un grand philosophe Stan Lee, mais il a souvent un point de vue, un regard sur l'humanité. Et c'est peut-être là où il est le plus cruel avec l'humanité justement, et du coup c'est là où je trouve il touche au plus fort, il touche au plus vrai. Alors ça vient peut-être du fait qu'il travaille avec Mobius, ça vient peut-être du fait que Mobius sublime le scénario de Stan Lee, je sais pas, tout ça, mais en tout cas c'est le moment je trouve où l'écriture de Stan Lee a une des résonances les plus universelles qui soit. Et les dessins de Mobius bah, sont délirants de beauté, quoi. C'est vraiment magnifique. Sa manière de dessiner là, elle colle à 1000% à l'univers Marvel, elle colle à 1000% au surfeur, et elle donne lieu à un Galactus divin et tellement imposant que on ne peut qu'être comme les humains là qui voient arriver Galactus et qui le vénèrent comme un dieu destructeur, et être complètement soufflé par son apparence démesurée. Voilà. Du coup, pour moi, c'est vrai que c'est un des premiers comics Marvel que j'ai pu lire qui m'avait complètement soufflé à l'époque en termes de profondeur, quoi. Alors c'est vrai que peut-être maintenant, si je le lisais à plus de 40 ans, j'aurais un discours un petit peu plus tempéré sur la profondeur, mais à l'époque, en tant qu'ado, ça m'avait complètement bouleversé. Et du coup, il en reste cet amour, voilà, envers ce titre. Ben, un peu pareil, parce que je t'avoue, moi je l'ai pareil, pas lu depuis bien 20 ans, à mon avis, hein. Ah oui. Je me rappelle, j'étais au cours de solfège. Je m'emmerdais. Je le lisais sous la table. Et oui, non, j'avais été surpris. Et puis, c'était aussi à l'époque le moment où j'essayais de lire d'autres choses et que justement, faire genre, on lisait du Jean Giraud. C'était un peu la manière de dire voilà, c'est noble, rassurez-vous. Mais c'est vrai que ça participait justement à un peu déconstruire l'image de la bande dessinée que j'avais jusqu'ici très franco-belge, en montrant que des artistes français avaient, et quel artiste français, participé chez Marvel justement. Du coup, moi j'aimerais parler donc aussi d'une intégrale. C'est vrai qu'on a sorti pas mal d'intégrales, et elle, typiquement, je l'ai mise en réédition, mais on pourrait très bien la mettre en nouveauté. Réédition, puisqu'en fait, on l'avait sortie à l'époque en 97, je crois, pour Angoulême. Il s'agit de Génération X, parce que j'adore Chris Bacalo. C'est vraiment, je pense, voilà, dans mes notes que j'avais prises pour décrire pourquoi j'ai choisi ce titre-là, il y avait marqué 10 fois Chris Bacalo, je pense. Ses designs, tous les personnages. Alors j'ai un gros problème avec les noms des personnages, je suis un peu amnésique à chaque fois, mais en tout cas le personnage qui est une espèce de bouche, Chamber. enfin qui a pas de bouche, voilà. Ce design, en fait, je la trouve absolument génial. Aussi, il y a le personnage de Monet Saint-Croix,
qui est incroyable, je trouve, parce que il y a ce côté un peu bitchy auquel je m'identifie. Non, non, je suis pas toxique. Et en fait, non, en fait, je trouve que son design, je trouve qu'il arrive aussi bien à manier la beauté du personnage hors pouvoir et ensuite la transformation qui est vraiment menaçante. Il y a aussi l'histoire de Lobdell qui parvient à retrouver, à mon sens, l'esprit de constitution d'une équipe faite un peu de briquet de broc avec des personnages qu'on connaît pas encore très bien, qui sont vraiment, voilà, on arrive quand même après New Mutants, après d'autres équipes secondaires qui étaient là pour un peu, si j'ai bien compris, permettre de faire d'autres titres en dehors des X-Men, d'avoir d'autres aventures, d'autres histoires et d'aussi de raccrocher les wagons d'une nouvelle génération qui avait grandi, ou pas forcément, pardon, grandi plutôt avec les X-Men originaux. Et en ça, je trouve que c'est plutôt réussi. Et même si Bacalo n'est pas forcément resté très longtemps sur la série, ça reste, je trouve, une intégrale qui tenait plutôt à cœur de sortir, puisque en fait, je trouve qu'on n'avait pas forcément non plus trop de titres des années 90. J'entends des séries vraiment années 90. Je suis très content en tout cas que ce soit réparé, que cette intégrale-là, et puis même d'autres intégrales années 90, qui sait. Ouais, bah déjà il y a eu New Warriors aussi qui est Oui, sorti c'est vrai, très attendu. J'avoue, j'ai moins d'affect avec celle-ci, peut-être, mais très agréable aussi à lire, je trouve. ouais. Mais c'est vrai que Génération X c'est mortel et c'est vrai que Bacalo ouais en plus c'est je crois pile poil le point d'équilibre entre le moment où il a peut-être perdu un peu de la folie des débuts qui le rendait quasi illisible par moment, mais bon, ça reste mortel, hein, ce qu'il a fait aussi bien sur Ched, The Changing Man C'est une super série. ou Ghost Rider 2099. Et Aussi, il a fait Death aussi, je ouais crois. aussi. Et là, il s'est calmé en fait quand il arrive sur Génération X pour moi, mais il est encore à la limite de l'expérimental sur certains trucs. Et du coup, ça donne vraiment de la folie sur les planches. Voilà, j'adore le Bacalo actuel que je trouve vraiment génial encore, mais Ouais, pareil. il est beaucoup plus maîtrisé d'une certaine manière et il y a moins la folie qu'il pouvait avoir encore à ce moment-là. Hmm. Là, je trouve qu'il y a un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Le truc très maîtrisé et à la fois encore le côté expérimental par moment. C'est vrai que c'est vachement bien. Alors mon top 3 donc en classique et c'est là où il y a ma première triche euh, avec une sacrée triche en plus. La collection anniversaire des Avengers. Comme ça je te cale 6 titres d'un coup. Allez, bam. J'ai voulu tricher parce que en fait le truc c'est que de base, j'aurais presque mis que le tome 3 de cette collection qui est consacré à Under Siege, donc le moment où le manoir des Avengers, j'ai failli dire des Vengeurs, montrant mon âge canonique, le manoir des Avengers est du coup attaqué par les Maîtres du Mal, où les Maîtres du Mal commencent par gagner du coup. Et c'est vrai que ça, pareil, c'est une de mes lectures d'enfance et c'est pour moi qui suis pas quand même trop dans la nostalgie, alors si je dis ça après Silver Surfer et ça, mais bon, ça fait partie de ces lectures qui, je trouve, n'ont quand même pas du tout vieilli, que ce soit au niveau du scénar, que ce soit au niveau des dessins, on est sur quelque chose qui continue de fonctionner du feu de Dieu pour moi. Peut-être aussi parce que ça fait partie de ces histoires où les héros sont vraiment mis à mal énormément, ce qui est un trope qui arrivera parfois un peu trop souvent par la suite. Mais là, ça faisait partie de ces premières fois où on voyait les Avengers de se faire mais maltraiter de ouf. Donc ça reste pour moi une de ces histoires ouais complètement cultes. Et du coup ouais j'ai un peu rajouté le reste de la collecte parce que c'est vrai que dedans on a Ultron Unlimited donc du coup avoir du Perez avec du musique voilà dans une histoire qui renvoie du bois tout du long. Il y a les Dark Avengers de Bendis et Deodato qui est sans doute ma période préférée des Avengers de Bendis. Voilà, c'est vraiment un moment qui est complètement fun de retrouver cette équipe complètement, pour le coup, maléfique. Et aussi certains membres qui se demandent ce qu'ils foutent là. Il y a un côté un petit peu comme ça, un peu délirant qui est assez génial. Et jusqu'à le Avengers World de Hickman et C'est passé pour Peña, non? Opena, Jérôme Opena.
Voilà, donc ouais, la collection Avengers, voilà, je l'ai prise un peu aussi parce il y avait surtout Under Siege dont je voulais parler, mais c'est vrai que je trouve que les 6 titres dedans donnent des facettes vraiment différentes de la série, et, euh, et j'avais envie de mettre voilà, du vrai comics de base, j'ai envie de dire, et de manière absolument pas méprisante, dans ma sélection, quoi. Voilà. Comics de bonhomme. Non, en plus, en vrai, blague à part, je crois que ça faisait quelques mois que j'étais arrivé, on avait sorti en best-of justement Under Siege dans cette collection-là, et je l'avais lu, j'avais été justement très surpris de la violence, en fait, dedans, genre. En fait, c'est littéralement, ouais, de la baston, je crois. Mais enfin, Et en plus, c'est vraiment vénère. c'est Buscema au dessin, et ouais, 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 ouais. voilà, il est habitué, hein, avec, avec Conan quand il s'agit de C'est ça ou c'est John? John. John, non, non, excuse-moi, je confonds. Ouais, ouais. C'est John Buscema au dessin, et ouais, ouais, quand il décide d'envoyer du lourd, oui, on sent les coups, on sent les coups. On sent le poète. Oui, voilà. Bon, en fait, mon backup, j'en comptais en parler d'une manière détournée dans les nouveautés, mais du coup, ce sera Xtatix. Puisque, Bien sûr. bon, il y avait Slot, All Red. Bon, on va reparler encore de All Red, parce que je pense que Xtatix, c'est peut-être un de ses chefs-d'œuvre avec le Silver Surfer, en tout cas, j'entends en période Marvel. Et voilà, Xtatix, c'est déjà un scénariste que je trouve absolument brillant, qui est Milligan, qui justement avait bossé à l'époque avec Bacalo chez Vertigo. Shade de Changing Man, je crois que c'est Milligan aussi. Enfin Ouais. bref. Donc Milligan, grand scénariste de Vertigo, qui du coup, avec Xtatix, avait la lourde tâche de récupérer l'équipe X-Force, qui était vraiment devenue un peu la caricature de ce que c'était au début, donc une équipe très musculeuse, très bourrine, tout ça. Il reprend l'équipe et il en fait tout autre chose. Il va en faire une équipe, on va dire, d'égocentriques, mégalomaniaques, névrosés, qui en fait sont issus de la télé-réalité pour certains, parce que du coup l'équipe devient une espèce d'équipe un peu star au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il y a des caméras partout, ils ont un manager, voilà, et en fait petit à petit cette équipe-là va un peu refuser ce rôle qui leur a été confié, et petit à petit va se rebeller, et Milligan, à travers ça, va un peu égratigner gentiment toute la société de consommation, tout le côté business et Star Business, du coup, Star System plutôt, voilà, américain. Et non, sans se moquer aussi des codes du comics et même des codes commerciaux du comics, avec justement une cover où il y a Wolverine dessus, qui dit qu'il vient juste parce que ça permet de faire monter les ventes. Voilà, et puis surtout, voilà, il y a Doop, quoi, qui est peut-être le plus grand, le seigneur Doop, le plus grand personnage jamais créé dans les X-Men. Non, blague à part, voilà, c'est, comment on pourrait qualifier Doop, une crotte de nez volante cosmique, je sais pas comment dire. C'est un être qui a toujours une caméra, qui filme les personnages, qui les aide, mais qui, par exemple, dans un certain chapitre, semble contenir des mondes dans une pustule. Enfin, c'est genre, c'est totalement, absolument dégueulasse, ce Et personnage. puis c'est d'une certaine manière, c'est le côté ultra indé de Milligan qui d'une certaine manière apparaît avec Doop, quoi. Ouais, c'est un sale gosse, Ouais. Milligan, ça se voit, et puis c'est pas factice en tout cas. Mm. Et puis bah, peut-être qu'on en parlera un peu en nouveauté, mais la suite Excellent porte bien son nom aussi, vraiment, avec, je trouve, une remise à jour de l'équipe, là pour le coup, qui parle des influenceurs, qui je trouve est très très réussi, et qui aussi montre le talent de Milligan pour écrire à la fois de la comédie, mais aussi être capable de scènes absolument bouleversante. Mm. Et je pense que ça colle aussi avec le style Red, qui a cette apparence très ronde, très colorée, faussement. Comment dire? Un truc que j'aime bien dire, c'est que c'est simple, mais c'est pas simpliste, Red, en termes de dessin. Et je trouve qu'il arrive à faire passer les émotions beaucoup plus facilement, parce qu'on était habitué à avoir ce style rond, coloré. Et derrière, ensuite, il nous met un bon tac dans la nuque, avec une scène dramatique. Et il y a des morts de personnages dont moi je me suis toujours parmi. Ouais, clairement, clairement. Et à noter que dans l'omnibus, il y a aussi un passage qui a été fait par Darwin Cook, qui est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'il y a une filiation. Il y a aussi, je crois, du Paul Pope, il me semble, dedans. Et Donc il y a si vraiment je des dis grands dessinateurs invités. pas de bêtises, il y a aussi du Nick Dragota, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je dis. Peut-être que tu dis pas de bêtises, parce que je crois me souvenir d'une couverture qu'il est faite. Donc, Allez, on passe au titre plus récent. alors on passe au titre plus récent. Bon,
Du coup, on va dire que j'ai pas parlé du Excellent. Non, alors un titre plus récent, tout simplement parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps et que le format, je trouve, lui rend vraiment justice au travail de Jorello. C'est le King Conan Colossal. En fait, bon, ça triche un peu parce que c'est pas vraiment une nouveauté. Je crois qu'il est déjà sorti en France, si j'ai pas de bêtises. Je sais pas. Nouveauté chez nous, 3 petits points, je crois, avec le King Conan Colossal, qui est signé par Truman et Jorello, et qui vraiment est un très bel objet pour les fans de Conan. J'avoue, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir ces épisodes-là, qui sont pour la plupart, en fait, je pense, parmi les meilleures adaptations de Conan, et notamment dans du Dragon, qui, je crois, est le seul roman signé de Howard sur le personnage. Et Conan, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'apprends, entre guillemets, chaque jour à aimer, parce que je suis toujours émerveillé de voir à quel point chaque épisode est indépendant, mais en même temps, on peut vraiment commencer Conan par n'importe quel bout, tout est passionnant. Enfin, voilà, j'adore vraiment ce personnage-là. Et le King Conan Colossal, ça nous semblait absolument indispensable de faire un grand format avec un papier spécial, puisque le trait de Giorello est fabuleux. C'est-à-dire que j'aime pas forcément parler de, comment dire, de dessin franco-belge ou des choses comme ça, mais parce que je pense chaque dessinateur a son style et il y a pas vraiment il y a peut-être des écoles de dessin, mais pour le coup, je trouve que Giorello a un style qui est magnifique et qui, certes, effectivement là, est pour du comics, mais pourrait tout à fait, en fait, être édité par un éditeur, on va dire, plus franco-belge, et ça, je pense que ça passait crème, les gens verraient pas que c'est du comics, en fait. Donc, j'adore vraiment ce style-là, et King Conan Colossal, voilà, je recommande fortement comme très bel objet, et aussi comme très beau cadeau pour les fans de Conan. Eh bien, tu le vends très bien en tout cas. J'espère. Moi, en premier titre, je vais aussi parler de quelqu'un de violent et qui tue des gens, mais je vais aller du côté du Punisher, alors qui est pas un personnage avec lequel j'ai forcément masse d'affinité, mais c'est vrai que le Punisher là de Jason Aaron, Jesus Says et Paul Azaceta, ça a été pour moi une super surprise. Aaron fait un exercice qui est très compliqué avec son histoire parce que c'est vraiment une déconstruction du personnage. Il lui donne des pouvoirs fantastiques, il le confronte à son histoire personnelle, et il le met vraiment dans ses retranchements, on va dire, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il va aller voilà, dans sa propre quête humaine, on va dire. Et c'est vrai que la manière dont, je vais utiliser le terme, il massacre le personnage de Frank Castle est passionnante. Alors, je sais que pour certains fans du Punisher, il a été trop loin. Moi, je pense que Frank Castle peut revenir sans problème à un moment donné, voilà. Mais c'est vrai que il y avait peut-être besoin d'une certaine manière d'une histoire un peu définitive sur le Punisher à ce moment-là de son histoire pour des questions qui sont exogènes, on va dire, aux comics aussi, parce que c'est vrai qu'il y a il y a une espèce de fascination morbide pour le personnage de la part d'une certaine frange de l'extrême droite américaine, et qui mettait aussi Marvel mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose là-dessus qui est peut-être méta, mais je trouve que Jason Aaron finalement rend justice à Frank Castle parce qu'il lui écrit une super histoire. Et je crois que c'est ça le plus important. Il fait quelque chose de vraiment jusqu'au boutiste sur le personnage, et d'une certaine manière, c'est la meilleure manière d'écrire le Punisher, c'est d'être jusqu'au boutiste. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une histoire formidable, le Punisher de Aaron. Ouais, entièrement d'accord. Il y avait une très belle analyse de Corentin dans le podcast First Print, justement, sur le Punisher, où il expliquait qu'après coup, ça devenait encore plus difficile de s'identifier au Punisher. Mm. Le récit fait tout, justement, pour empêcher cette identification-là. Et le double narration, je dirais pas qu'il y a le deuxième narrateur, mais elle rajoute beaucoup de cela, et notamment la partie, on va dire, dessinée par Asazeta. Si la partie dessinée par G.U.16 est très fantastique, action, en apparence bourrine, la partie plus intime du Punisher est assez bouleversante, je trouve. Ouais. Sur le drame intime, et c'est sale. Ouais, C'est très sale. ouais, ça retourne le couteau dans la plaie, vraiment, quoi. On prend des douches après. Ouais, Parce que alors là, je triche aussi à mon tour, Ah. parce que c'est pas vraiment une nouveauté. Alors c'est l'Epic qu'on a sorti sur les Nouveaux Fantastiques.
forts de Walter Simonson, entre autres. Il y a Arthur Adams aussi, et bien d'autres dessinateurs, je crois. Je sais plus, en tout cas. Donc voilà, on va dire principalement Simonson et Arthur Adams pour quelques épisodes. C'est en fait, dans ma découverte, plutôt dans mon exploration des Fantastic Four, qui était une équipe que j'avais un peu négligée ces dernières années, et qui, petit à petit, continue de me fasciner, de me plaire avec des personnages que j'adore maintenant. Et les Nouveaux Fantastiques, je trouve, arrivent à un peu synthétiser tout ce qui me plaît dans leurs aventures, c'est-à-dire qu'il y a ce côté SF barré que je trouve génial, et qui est du coup absolument bien rendu par des concepts et narratifs et graphiques. Je pense notamment à un épisode qui m'a vraiment marqué, qui est dessiné par Simonson, où en fait Reed Richards se bat contre Doom avec une espèce d'appareil pour voyager dans le temps, et en fait il y a une double narration qui se met en place avec l'histoire telle qu'on la lit, et en parallèle dans les marges un combat qui en fait a des minutes où en gros Reed donne un coup en sachant qu'il anticipe blablabla. Donc en tout ça il y a un truc, un espèce de jeu de piste de lecteur à relire en fait l'épisode en essayant de trouver les bonnes heures pour comprendre en fait comment Reed a mis une droite en fait, à Doom. Et il y a ça, et puis aussi à un moment donné, quand il casse toute la TVA, qui du coup, bah, pareil, TVA concept qu'on maintenant connaît très bien via Loki et dans la MCU, il y a tout un épisode en fait où à un moment donné il casse la TVA et du coup la page se subdivise en millions de traits. Enfin c'est absolument génial, je trouve, graphiquement, et c'est vraiment un plaisir popcorn qui n'a absolument pas vieilli. Et puis les épisodes dessinés par Arthur Adams sont super. Ouais, très fun avec cette fausse équipe de 4 Ouais, fantastiques. voilà. Moi, alors, triche aussi de mon côté, avec C'est le... les rois de la triche, quoi. Ouais, bah oui, oui, il faut. C'est pour parler de plusieurs trucs à la fois. C'est le run de Kieran Gillen sur Eternals. On a sorti le tome 3, mais on a aussi sorti Judgment Day cette année. Et quoi, c'était dans ta Tous liste? mes backups se font dépouiller. Ah, yes! Euh, J'ai plus rien. Et du coup, ouais, Eternals et Judgment Day, je les mets un peu dans le même bloc, le bloc Kieran Gillen sur Eternals. Parce que d'un côté, du coup, il a écrit la série Eternals sur 3 tomes, on va dire, et c'était une réinvention, redéfinition des Éternels, que je trouve complètement brillante, dans le sens où c'est à la fois complètement respectueux de tout ce qu'ont fait les auteurs précédents dessus, de Kirby à Gaiman, voilà, et à la fois il leur donne une place dans l'univers Marvel, cette place d'ange gardien de l'humanité, mais à la fois tous les héros Marvel ont aussi un problème, un défaut, quelque chose qui les ramène sur Terre, on va dire. Et là, ils trouvent la manière de ramener les Éternels sur Terre. Déjà, rien que ça, ces 3 tomes, c'est génial. Et dans le crossover, dans le méga event Judgment Day, où du coup il va créer un conflit entre les Éternels et les X-Men, conflit dans lequel vont être pris les Avengers, il fait un gros crossover, une grosse saga, voilà, bourrine, etc. Sauf que d'une certaine manière, pas du tout. C'est plein de twists, c'est plein d'idées, c'est extrêmement humain. Il revient toujours à la notion d'humanité, de ce qu'on ressent, de la valeur de la vie, de choses comme ça, de choses donc très humaines et très très intimes, et ce qui dans un énorme truc de bourrin montre la qualité d'écriture de Gillen. Mais je suis un Gillen fan à fond les ballons, de toute façon j'aime tout ce qu'il fait, Wicked and Divine, Once and Future, voilà, Die évidemment, voilà, donc j'adore tout ce que fait Gillen, et dont Eternals Judgment Day, qui est pour moi une excellente surprise de l'année 2023. Puisque, amis auditrices et auditeurs, soyez prévenus que Halloween et Kieron Gillen sont hautement célébrés en ces lieux. Oui, voilà, hein, c'est clair, on va pas se On mentir. n'acceptera aucune critique. C'est ça, voilà. Non, c'est vrai que je trouve que tu as très bien résumé sur Axe. J'utilise le surnom un peu. Enfin, le surnom, non, c'est, je crois, la révélation officielle en plus. C'était, ouais, Mais Avengers, X-Men, à Eternals. chaque fois, je pense à la tristement célèbre marque offerte à Noël, peut-être. Non, dans Axe, ce qui me plaît beaucoup avec Gillen, c'est qu'il arrive à revenir à ce qui fait une des forces, des fois, dans le comic super-héros, c'est-à-dire de mettre du drame et de l'humain et de l'intime dans le spectaculaire et le planétaire, en fait.
Et c'est vraiment ce côté d'un côté, vous avez une planète qui se fait raser, et de l'autre, vous avez une dame qui pleure parce que X chose lui a apparu, son mari mort, ou quelqu'un auquel elle tenait et qui va la juger. Enfin, toute cette espèce d'idée, j'ai trouvé absolument géniale et vraiment bouleversante, et ça donnait en plus des tie-ins vraiment intéressants pour le Mmh. coup, avec notamment, je trouve, le tie-in sur Gwen, qui aurait pu être très casse-gueule, mais qui est peut-être un des meilleurs tie-ins, je trouve, écrits pour cet épisode-là, enfin Saga, ouais. pour ce crossover-là en Mmh. fait. Donc, ben, ne me restant plus beaucoup de choix de backup, je vais sortir en fait quelque chose dont je voulais parler quand même. C'est aussi un run, et c'est aussi les Fantastic Four. C'est en fait le run de Slott qui se termine avec Reckoning War. C'est un run j'ai cru comprendre, pas forcément, quand on voit des fois les réactions, qu'on fait les annonces, pas forcément très célébré, puisque peut-être voilà, sa longueur a pu en déconcerter certains. Je sais aussi que le fait qu'il y ait eu pas mal de changements de dessinateurs au début, parce qu'au départ ça a commencé avec Pikeli, puis après il y a eu pas mal d'artistes, je pense qu'il y a eu Francesco Mana, il y a eu... Shun Isake. euh, oui, voilà, en tout cas il y a eu, ouais, de mémoire, beaucoup de passages sur la série, et il y a eu aussi Pacheco, malheureusement décédé depuis, qui avait fait, je crois, un épisode de Reckoning War ou l'introduction. Ouais. Et donc c'est une série qui aussi était beaucoup mêlée avec des crossovers. Je pense à Empire et des choses comme ça, mais qui pourtant révèle un peu tout le talent de Slott au bout de, allez, peut-être 3 4 5 tomes. C'est toujours compliqué après, évidemment, avant un run où on se dit, voilà, on a tous un ami qui nous a dit t'inquiète pas, comment cet animé-là ou cette série-là, ça devient bien la troisième saison de 46 épisodes. Mais pour le coup, le run de Slot, je le trouve très attachant, puisque il arrive vraiment à revenir à ce qui me plaît beaucoup dans les 4 Fantastiques, c'est ce côté humain, et c'est aussi ce côté très touchant des personnages. Et en même temps, avec des scènes très drôles de la vie quotidienne, où il y a le mariage de Doom, où on apprend en fait que la mariée a couché avec Johnny Storm. C'est un moment un peu de vaudeville, quoi. Ouais. Donc, bon, j'avoue, je spoil, pardon. Non, non, c'est bon, c'est pas un vrai spoil. Et d'ailleurs, Non, c'est pas un mais en parlant de spoil. mariage, je trouve que moi, la série, je trouve que le deuxième tome est vraiment super, typiquement. C'est le mariage de Ben Grimm, et pour le coup, Ah oui. je trouve que dès ce moment-là, on voit toute la qualité qu'il peut avoir dans le run de Slot, quoi. Mais c'est qu'après, c'est qu'il y a eu je crois qu'il est dans le troisième, quatrième, il y a eu Empire, et c'est vrai que du coup, peut-être que pour les lecteurs ou lectrices qui n'aiment pas forcément avoir des lectures un peu entremêlées de crossover, je trouve que l'intrigue de Slot prend vraiment son indépendance, peut-être à partir du 4 ou 5, il me Mm. semble. Je dis ça de mémoire, hein, parce que ça fait un petit moment déjà qu'ils sont sortis. Mais tout ça pour dire que voilà, la série m'a beaucoup touché, et puis aussi justement le personnage de Ben Grimm, que j'adore, a des enfants. Je trouve que du coup il y a un rapport. Justement, là, souvent je suis en train de relire d'autres séries des Fantastic Four, et on voit qu'il avait un côté beaucoup plus castagneur, et là après il sait qu'il y a des gens qui l'attendent à la maison en fait. Mm. Et ça, je trouve que ça change un peu le rapport qu'il peut y avoir avec ce personnage-là, de bagarreur entre guillemets, qui peut paraître un peu bébête, mais qui finalement est peut-être un des personnages les plus attachants de la bande dessinée, Ouais. et des plus doux. Et là encore, maintenant il est père, Mm. vraiment père. Et c'est génial, quoi. Et ça devient en fait une vraie smala, même maintenant, entre les gamins. En fait, j'ai hâte qu'il y ait une série en fait juste avec les gamins, quoi. C'est-à-dire entre les deux gamins, Skrull, Kree, et les gamins de Valeria. Valeria, du coup, les deux enfants de Reed Richards et Sue sont pareil, des génies eux aussi, ou des dieux même dans le cas du fils. Et j'aimerais beaucoup justement de voir ces personnages continuer à grandir, et je suis un peu triste que Slot soit plus sur la série, mais en tout cas pour ce qui est des nouvelles séries Fantastic Four, elles sont en tout cas très prometteuses, Mm. de ce que j'ai pu lire. Ouais, moi aussi. Moi, je kiffe aussi. Du coup, troisième titre pour moi dans les titres récents, et je vais parler de Made in Korea. Alors, Made in Korea, c'est un des titres indés qu'on a publié en 2023. Alors on a sorti quand même pas mal de titres indés, et pas mal de très bons titres indés, à mon sens, avec des choses aussi comme Ecolands ou Monkey Meat. Mais celui ouais, le plus marqué, le plus touché, c'est sans doute Made in Korea, du coup de Jeremy Holt. Et alors, sur la couverture, c'est George Scal, je sais pas comment on dirait. Pour le coup, elle a fait son coming out de femme trans après la sortie de notre enfin après qu'on ait imprimé notre édition. Donc c'est JJ Scal qu'il faudrait dire maintenant.
Et du coup, Made in Korea, c'est une histoire où en fait, on est dans un futur proche. Alors j'ai envie de dire façon un peu Children of Men, le film d'Alfonso Cuarón, où la natalité a baissé dans le monde et où du coup beaucoup de familles se rabattent sur des robots dotés d'une intelligence artificielle de pointe qui leur permet de passer de manière totalement crédible pour des enfants. Et le truc, c'est qu'il y a une famille américaine qui va voir que, ah tiens, il y a tel robot est en solde. Bon, ils se disent, allez, on se lance. Sauf que ils savent pas que elle est si peu chère parce que justement il y a eu un ingénieur qui en Corée a modifié le programme de ce robot-là en particulier pour que son intelligence artificielle se développe de manière complètement libre, que ce soit pas justement un simple robot avec une intelligence artificielle telle qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui, mais vraiment l'intelligence artificielle qui en fait un être vivant, quoi, on a envie de dire. Et en fait, avec cette porte d'entrée, on se retrouve avec des sujets sur l'identité, sur l'humanité. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent humain? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans les autres? Sur la parentalité. Voilà, quand on devient parent d'un enfant, comment on arrive à lui parler, comment on arrive à échanger avec. Donc vraiment plein de sujets qui vont se développer vu que ça se passe aux États-Unis, on va aussi parler de sujets hyper importants pour les États-Unis comme la violence à l'école. On va aussi parler du fait que c'est un robot qui vient de Corée, donc sur la famille composée ou recomposée avec l'adoption, des choses comme ça. Donc c'est plein de sujets. Ça arrive à traiter quasiment tout. Alors moi, mon seul regret avec Made in Korea, c'est que j'aurais aimé que ça dure 200 pages de plus, parce que Hmm. la manière dont sont traités les sujets est déjà magnifique en moins de 200 pages. Mais ouais, moi j'aurais aimé, vu comme c'est super bien traité, j'aurais aimé que ça soit encore plus développé, plus affiné, pour passer plus de temps voilà, avec ces personnages. Mais en général, c'est le reproche qu'on fait aux œuvres qu'on a déjà énormément aimé, quoi. Donc voilà, Made in Korea, pour moi, ça reste un de mes coups de cœur absolus de l'année, quoi. Ouais, pareil, grosse surprise justement à la lecture où, comme tu dis, le titre avance dans des eaux auxquelles on ne s'attendait pas en fait. Mm. La thématique du massacre dans les écoles, ça arrive en plus, et c'est vraiment, voilà, c'est très dur quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup ce titre-là et je suis très content surtout qu'on l'ait sorti, même si bon, voilà, il n'a pas forcément eu tout à fait l'accueil qu'on espérait, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est le. Comme dit Thierry Mornay, en général, j'ai l'impression que il faut rester assez humble par rapport à des fois des œuvres qu'on aimerait qu'elles marchent un peu plus, mais le lecteur des fois est maître encore dans ce jeu-là quoi. Mm. Bah du coup voici pour nos top 3 personnels cette année. On attend maintenant les vôtres en commentaire. Et on attend aussi peut-être vos réactions pour nous insulter de tel choix, par exemple. On parle trop de Michael Red ou de Kieron Gillen, par exemple. Et donc merci d'avoir écouté ce premier épisode, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce premier pilote, entre guillemets, et à nous dire ce que vous attendez du podcast, quel sujet, quel thème vous souhaiteriez voir abordé. Et merci encore et à très vite. À très vite. Ciao!